bonjour à tous, ou rebonjour plutôt. Voilà, donc j'ai volontairement choisi un titre un peu provocateur. Les nouveaux blocs, il y en a sûrement des anciens, c'est pour ça que je vous ai remis le Victor Pochet, vous voyez, c'est l'édition 1921, où à peu près tous les blocs que vous utilisez, les blocs périphériques que vous utilisez ont été décrits. Bloc sciatique, bloc fémoral, qu'on l'appelait crural à l'époque, le bloc axillaire, les blocs supraclaviculaires, et même le paravertébral. Donc, ces nouveaux blocs. Alors, avant de commencer vraiment, je pense qu'il faut qu'on soit bien d'accord sur la définition. J'ai distingué, on appelle bloc ou canal des adducteurs, bloc du quadratus lumborum ou bloc axillaire. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, je les ai nommés comme ça, bloc nerveux. À partir du moment où vous injectez l'anesthésique locale, vous voyez le nerf, vous voyez l'aiguille, vous voyez le produit, vous avez des taux de succès qui dépassent, j'ai pas mis 100% parce que c'est jamais 100%, mais largement au-delà de 95%. Et en plus, on peut contrôler. On peut savoir qu'on a bien bloqué le nerf médian, qu'on a bien bloqué le nerf sciatique ou le nerf fémoral. Et puis, il y a ces blocs par diffusion. Ça consiste à injecter un anesthésique local dans un plan où on sait que va passer des structures nerveuses, quelles qu'elles soient. Très périphériques. Dans ces cas-là, on ne sait pas le taux de succès. Il va de 30-40% à peut-être 80% dans le meilleur des cas, mais on n'a aucune idée et souvent on ne peut pas tester. Qui peut me dire si j'ai bloqué la branche postérieure du nerf obturateur pour l'analgésie après pour une prothèse ou une arthroplastie de genou? Bon, on ne parlera pas des infiltrations faites par le chirurgien, c'est une autre question. Donc, bien distinguer les deux, les blocs nerveux, les blocs par diffusion. Autre question qu'on peut se poser, c'est les études de non-infériorité que l'on voit fleurir de plus en plus. Alors moi, je vous en propose une étude de non-infériorité. On voudrait comparer deux moyens pour planter un clou. Le marteau et le pouce. Donc on va faire les choses bien, on va prendre un arc, on va faire une étude randomisée. Avec un examinateur indépendant, on va calculer le nombre de clous, etc. Résultat, efficacité comparable pour planter le clou. Mais vous voyez, il y a un peu plus d'effets secondaires dans le groupe marteau. Donc, ces deux instruments sont comparables pour planter un clou, mais avec moins d'effets secondaires, donc c'est préférable. Et c'est préférable donc d'utiliser le pouce pour planter un clou. Bon, vous avez bien compris effectivement le principe. Et il y en a beaucoup comme ça, au point que la FDA a dit de se méfier dans certaines situations. Alors c'est pas chez nous, mais notamment en maladies infectieuses, ORL ou pulmonaires, où vous avez un taux élevé de guérison. Et là, avec ce type de guérison spontanée, sans traitement. Et là, effectivement, comparer des choses qui ne sont pas forcément complètement comparables si vous n'êtes pas exactement dans une situation adaptée à ce que vous êtes en train d'évaluer. Donc attention aux études de non-infériorité, regardez bien comment elles ont été designées en quelque sorte et quelle est la valeur ou le crédit que vous pouvez accorder à ce type d'études. Autre chose avec les études. Là, je vous ai mis deux études à peu près sur le même type de chirurgie. Quand on regarde dans la méthodo, vraiment, c'est très très proche. À gauche, vous avez l'étude de l'équipe, à droite plutôt de l'équipe de Nîmes, de Philippe Cuvillon. Et ils ont comparé le bloc des érecteurs du rachis à l'absence de bloc. Pas de différence dans un cas et une différence statistiquement significative dans l'autre. Alors je dis, c'est quand même étonnant, quoi. Mais en fait, quand on regarde la méthodo, vous voyez que vous n'avez pas tout à fait la même prise en charge. Vous avez d'un côté une véritable étude multimodale avec tout ce qu'il faut, et y compris inclus dans un programme RAC et pas dans l'autre. Je peux faire, là, pour tous les blocs que je vais vous présenter, je peux vous faire vous montrer que ce que je veux. C'est-à-dire que le quadratus lumborum est un chef-d'œuvre, que les érecteurs du rachis ou que le canal des adducteurs vont donner des résultats intéressants, comme je veux ou pas. Il suffit simplement, avec le nombre d'études colossales qui est sorti, je peux arriver à faire ce que je veux. Donc regardez bien, à démontrer plutôt ce que je veux. Regardez bien la méthodo à chaque fois et qu'est-ce qui a utilisé, si c'est bien dans un protocole multimodal ou pas, avant de pouvoir conclure sur effectivement l'intérêt de ce type de bloc.
Alors, on va avoir un certain nombre. Il y a j'ai fait un papier qui est publié dans le Praticien que j'essaye de faire pour qu'il soit en accès libre, donc je suis en discussion actuellement, où j'ai repris tous les nouveaux blocs. On ne va pas tous les voir, on n'a pas beaucoup de temps, mais un petit peu avec les limites et voir effectivement la question qu'on doit se poser à chaque fois, c'est quand j'injecte l'anesthésique locale, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va commencer là avec le bloc des érecteurs du rachis. Donc là, je vous ai mis avec la coupe à côté pour voir effectivement où on est. Je ne vais pas vous décrire les techniques, d'abord parce que je pense que la plupart les connaissent, et en plus, des techniques relativement simples. C'est vraiment plutôt qu'est-ce qui se passe sur le plan anatomique quand on fait ce type de bloc, pour chacun d'entre eux. Donc là, vous avez vu l'endroit où on injecte pour les érecteurs du rachis. Donc là, j'ai repris cette étude, on en avait deux autres qui avaient montré que, à peu près des résultats similaires. Celle-là est intéressante, c'est la plus récente. Ils ont comparé donc les érecteurs du rachis au bloc bloc paravertébral. Donc vous avez à gauche le bloc paravertébral, à droite vous avez le bloc des érecteurs du rachis. Et vous voyez, c'est 20 ml d'anesthésique locale, de la ropivacaïne, c'est une étude sur Cala, évidemment. Ils ont pris de la ropivacaïne pour avoir un petit peu la même densité de produits, et vous avez les résultats. Donc, pardon, excusez-moi, on va revenir en arrière, j'ai pas de pointeur. Enfin, vous voyez que dans le cas du bloc paravertébral, vous avez une très bonne diffusion dans l'espace vertébral, avec un petit peu de diffusion vers l'espace, vers les racines postérieures, alors que dans les érecteurs du rachis, avec 20 millilitres, vous avez une excellente diffusion en hauteur, mais uniquement au niveau des racines, uniquement au niveau des racines postérieures, et absolument rien, ce que vous avez complètement à droite, au niveau de l'espace paravertébral. Donc ça, c'était une autre façon de montrer. Moi, pourquoi je vous ai mis ça, c'est que vous voyez la distance entre les deux. Donc, le paravertébral à gauche, érecteur du rachis à droite. Vous voyez, vous regardez à côté, là, il y a même pas 1 centimètre d'écart entre les deux injections. Alors, ce n'est pas du tout dans le même espace, ce n'est pas du tout comparable, mais on peut se poser la question, quand on a injecté, quand on est au niveau des érecteurs du rachis, aller faire l'injection au niveau de l'espace paravertébral, techniquement, ce n'est pas forcément très compliqué. Et ça a été confirmé chez des volontaires sains, vous voyez, avec toujours 20 millilitres, et chez tous il y en a 1, 2, 3, 3 x 4, 3 x 4, 12, on n'a jamais eu de diffusion antérieure avec 20 millilitres. Ce qui n'a pas empêché un certain nombre de personnes, et là, c'était un cas qui est publié, de dire « Ah on va utiliser ça, c'est plus superficiel, et puis ça va diffuser en antérieur. » Alors effectivement, c'est vrai, vous avez là un papier, un dessin du Pernkopf, et vous voyez qu'effectivement, tout le long, là, vous avez des petits hiatus dans lesquels l'anesthésique locale peut passer. Mais pour qu'il passe, il faut augmenter les volumes. Et quand vous faites, alors là vous avez, ça doit être à droite avec 10 millilitres, l'autre côté 30 millilitres, et avec 30 millilitres, effectivement, on a un passage du colorant vers l'espace, de l'espace des érecteurs du rachis, vers l'espace paravertébral. Alors, ça passe avec les colorants sur une étude de cadavre. Là, vous avez sur des volontaires, on a injecté, effectivement, 30 millilitres d'anesthésique locale chez 10 volontaires sains. On a le passage, effectivement, c'est passé. Mais quand on regarde quelle est l'anesthésie cutanée, eh bien sur ces 10 volontaires, il n'y en a que 4 qui ont eu une anesthésie antérieure. C'est-à-dire que même si on a constaté un passage, c'était là en l'occurrence en IRM, eh ben, ça n'a eu d'effet clinique que chez 4 sur les 10 patients. Donc ce n'est pas parce que vous avez le colorant qui est passé sur une étude de cadavre que vous avez une anesthésie efficace, efficiente, et ça on le sait déjà depuis pas mal de temps. Alors en gros, l'idée c'est que vous allez vous remplissez d'abord l'espace de diffusion dans la région des érecteurs du rachis, et là je vous ai mis. Et puis après, ce qui dépasse va passer de l'autre côté. En gros, c'est si vous voulez remplir votre lavabo en B, est-ce que vous allez remplir le A pour qu'il se vide dans le B?
C'est en gros l'idée d'un bloc des érecteurs du rachis utilisé pour aller bloquer la région paravertébrale. C'est rigolo. Ouais, je sais pas, je l'aime bien celui-là, c'est mon préféré. Alors, le carré des lombes. On va avoir un peu la même chose. Encore une fois, je ne vais pas rentrer. Vous savez qu'il y a plusieurs injections possibles pour, ce qu'on appelle au niveau du carré des lombes, en fonction de l'endroit où on va l'injecter. Une chose importante pour le carré des lombes, c'est ce fascia lombothoracique, vous voyez, qui est représenté ici, qui est un fascia extrêmement rigide. Hein, je n'ai pas de pointeur, mais je vous l'ai mis là. Hein, et on comprend assez qui participe d'ailleurs au fait qu'on puisse se tenir debout. Et on imagine que quand on injecte autour du carré des lombes, le passage antérieur est quand même extrêmement peu probable à cause de cette structure très rigide. Alors, les différents, là aussi, ça a été fait sur des patients. Par l'équipe de Philippe Gauthier en Belgique, avec les trois, alors les noms ont changé, mais enfin, grosso modo, vous avez, c'est exactement les mêmes sites d'injection, avec globalement 3 sites d'injection, un site latéral, qui est au niveau des muscles de la paroi abdominale, donc une injection dans la région du TAP, hein, du transverse, une injection postérieure au quadratus lumborum, hein, qu'on a appelé le 2, et puis une injection antérieure, en avant, avec l'idée de voir qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là. Donc ils ont regardé hein, avec une IRM, et ils ont essayé de voir ce qui se passait. La première notion, c'est qu'en gros, globalement, le produit il reste à l'endroit où on l'injecte. Hein, il diffuse, mais principalement, il reste à l'endroit où on l'injecte. Et quand on regarde un peu, vous avez les résultats sur la gauche. Ben c'est ça, voilà, vous voyez, ça reste à peu près, si vous l'injectez à proximité du TAP, de la région transverse, du plan transverse, il reste là. Si vous l'injectez en postérieur, il reste plutôt en postérieur. Si vous l'injectez en antérieur, il reste plutôt en antérieur. Alors la question qu'on pouvait se poser, notamment avec l'antérieur, est-ce que ça va diffuser? Et notamment vers l'espace paravertébral. Et en fait, quand on regarde, effectivement, il y a une possibilité, avec l'injection antérieure, de diffusion vers la région paravertébrale, mais vous voyez, dans à peine plus de 20% des cas. Donc, ce qui, cliniquement, n'a strictement aucun intérêt. Par contre, là, il y a 2 papiers. Il y en a un qui est sorti, qui est très récent, qui a regardé effectivement ce qui se passait quand on comparait notamment au TAP bloc. Et vous voyez, les deux vont dans le même sens. Et on montrait que quand vous faites un quadratus lumborum, vous faites en gros un super TAP, quoi. Voilà, super TAP. C'est pas mal, c'est déjà bien, cela dit. Il y a quand même un papier récent là, qui a sorti à l'ASFAR, qui a montré que c'est pour une des premières fois où on a montré que ce type de quadratus lumborum après césarienne faisait mieux que la rachimorphine. Donc voilà, donc vous faites un super TAP. Donc à la limite, quitte à l'injecter, vous l'injectez où? En latéral, d'accord? Autant l'injecter à l'endroit où il agit préférentiellement. Et donc, ça peut empêcher certaines personnes de l'utiliser pour la prothèse de hanche. Je vous ai montré quand même, et vous avez vu, si on revient précédemment, que vous avez au maximum L1. Hein, et je vous rappelle que pour pouvoir avoir une analgésie au niveau de la prothèse de hanche, il faut aller un petit peu plus loin que L1. Et donc, il y a eu pas mal de papiers qui ont montré aussi qu'effectivement, je vous le remets parce que celui-là, vraiment, je m'en lasse pas. À chaque fois que je le vois, il me fait marrer. Je sais, c'est vraiment unique. Donc voilà, donc conceptuellement, anatomiquement, mais c'est complètement absurde. D'accord? Et d'ailleurs, ça a bien été montré hein, avec ce papier par l'équipe, ça doit être de Montpellier, qui a bien montré, qui retrouve à peu près les mêmes résultats que je vous ai montrés précédemment. Évidemment, aucune efficacité pour la prothèse de hanche, et puis des extensions qui restent limitées. En gros, quand plus vous injectez, plus le produit diffuse. Vous voyez qu'en fait, ils ont tous injecté, je crois que c'était en postérieur, et puis ils ont regardé comment ça diffusait sous échographie, et puis voilà, plus ça diffuse, vous voyez, de 2 en 1, et en 2, plus 1, plus 3, vous avez une anesthésie un peu plus étendue, un peu plus profonde, mais qui reste purement dans les territoires cutanés, donc absolument pas dans le territoire de la prothèse de hanche, en dehors effectivement du cutané latéral de cuisse, mais qui est purement cutané, quoi, donc il n'y a pas beaucoup forcément d'intérêt pour la prothèse de hanche. Alors lui, c'est mon préféré. Le bloc iliofacial suprainguinal. Quand j'ai vu sortir, je me suis dit, c'est incroyable qu'on nous remette ce truc-là. Alors, on avait parlé de la partie
infra-inguinales, donc il y en a qui l'ont injecté au-dessus. Ça a été un papier tout à fait correct, hein, vous voyez, avec un nombre conséquent de patients. Donc vous voyez à peu près comment est positionnée la sonde. Hein. J'ai en haut à droite, c'est une photo que j'ai piquée à l'équipe de Quincy. Je vous ai remis l'écho puis les correspondances anatomiques à côté. Voilà, donc on avait injecté dans cette région-là. Et puis il faut injecter du volume. Ah ça, il faut injecter du volume. Hein. Parce qu'il faut remplir, vous voyez, je vous ai mis le bassin, il faut remplir toute cette partie. Je ne sais pas si j'arrive à voir avec parce qu'il était un peu fatigué, mon pointeur. Vous voyez, il faut remplir tout ça. Vous voyez, ça, c'est une photo que j'ai piquée et que va gentiment envoyer Philippe Gauthier. Vous voyez, il faut que ça diffuse à partir d'une injection suprainguinale. Hein. Vous voyez que ça, il faut, et là, il a à peine remonté au niveau de l'espace du psoas. Les gens vous expliquent qu'avec ça, vous pouvez avoir un bloc fémoral, bien sûr, heureusement, un bloc du cutané latéral de cuisse et un bloc de l'obturateur. Et on sait depuis longtemps que la diffusion, elle est quand même, en infrainguinal, elle est quand même pas tout à fait fréquente ou à chaque fois. Donc, les premières publications ont concerné, ont utilisé des doses qui étaient de l'ordre de 40 ml pour arriver à tout accrocher. Et puis là, il y a une équipe qui s'est dit, il faut qu'on voit exactement quel est le volume pour pouvoir atteindre l'ensemble des 3 nerfs. Donc ils ont fait une technique de up and down, et le volume, 62 ml. Je ne sais pas si certains d'entre vous font des blocs iliofaciales suprainguinales, mais combien fait 60 ml? Et là, vous pouvez effectivement atteindre. Donc voilà, c'était pas sans... J'ignorais. Autant pour moi. Donc alors que c'est quand même si simple, là c'est un plan d'une photo que j'ai piquée à Sébastien Bloch, vous voyez, d'aller bloquer de façon spécifique le cutané latéral de cuisse complètement à droite, le nerf fémoral et bien sûr le nerf obturateur, les 2 branches ou la branche antérieure ou postérieure en fonction de ce que vous voulez. Et avec des volumes largement inférieurs à 60 ml pour faire tous les blocs. Pour finir, le bloc au canal des adducteurs. Là, je vous ai tracé le triangle. On va enlever le sartorius, sartorius. Mais j'ai toujours un problème avec le serratus, donc à chaque fois, donc il faut que je réfléchisse. Donc j'enlève le sartorius. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas un bloc du canal des adducteurs, mais vous en avez 3 ou 4. Il y a le canal historique, c'est celui de Piaget-Jäger, à mi-cuisse. Et là, vous pouvez injecter un petit peu au-dessus, au niveau du triangle fémoral, ça a été proposé par Bensen. Au niveau juste du début du canal des adducteurs, et là, vous voyez, c'est le moment où va disparaître, quand vous faites votre échographie, quand va disparaître le long adducteur, et puis carrément dans le canal des adducteurs, vous voyez d'ailleurs que celui qui est le canal historique, il n'est pas du tout dans le canal des adducteurs, il est au-dessus. Hein. Donc qu'est-ce que vous faites? La seule chose dont vous êtes sûr, c'est qu'à chaque fois, vous faites un bloc du saphène. Ça, c'est sûr, c'est acquis. Un bloc nerveux, c'est-à-dire vous bloquez le saphène, pas un bloc par diffusion. Et après, vous avez une diffusion. À mi-cuisse, vous avez et au canal des adducteurs, vous avez le vaste médial et au niveau du triangle fémoral, le vaste médial. Et puis après, avec un volume un peu important à mi-cuisse, vous pouvez avoir une diffusion descendante vers le canal et pouvoir respirer bloquer la branche de l'obturateur postérieur. Quand vous êtes à la jonction, vous avez une bonne chance, donc juste à l'entrée du canal, ça avait été montré sur cadavre, vous bloquez bien toujours le saphène et bonne chance de bloquer le nerf géniculé de l'obturateur postérieur. Et puis, quand vous êtes dans le canal, vous avez une diffusion, notamment vers la région postérieure, qui va vous permettre effectivement d'avoir cette extension qui ressemble un petit peu à ce que vous faites avec un iPack. Donc, le seul truc, c'est que c'est complètement aléatoire. Je ne sais rien, moi, ce que je fais. Est-ce que ça diffuse, est-ce que ça ne diffuse pas? C'est impossible à dire. C'est pour ça que moi, je conseille plutôt, tout en haut, de faire un bloc au niveau du sommet du triangle. Là, vous êtes sûr de bloquer le vaste médial et de bloquer le saphène, et puis de rajouter par-dessus
un bloc de l'obturateur, et puis si vous êtes malin, que c'est pour le genou, vous faites que la branche postérieure, parce que vous savez qu'anatomiquement, c'est la branche postérieure qui donne des branches pour l'articulation du genou. Et là, vous transformez des blocs par diffusion en blocs nerveux, qui vont être, eux, réellement efficaces, et vous savez ce que vous faites, surtout, et avec un taux de succès qui va être élevé. Pour finir, ces blocs interpectoral et serratus, j'ai que quelques images, j'ai mis juste parce que les images sont plutôt sympas. Le bloc interpectoral, il faut savoir, vous bloquez des branches du plexus brachial, donc ce qu'on appelait le PEC 1. Si vous faites les blocs autour du serratus, un PEC 2 et bloc du serratus, là vous bloquez effectivement les nerfs intercostaux. Donc c'est important de savoir comment est innervé le sein. Et vous savez qu'en fait, l'innervation du sein, eh ben, elle n'est pas si simple. Vous avez une partie qui est bien les nerfs interosseux, mais les nerfs interosseux latéral, qui vont, pas interosseux, excusez-moi, intercostal latéral, qui vont bloquer une partie. Et donc, vous avez de l'autre côté du sein, vous avez les branches intercostales antérieures, et puis vous avez une partie supérieure qui vient du bloc du nerf supraclaviculaire. Donc quand vous faites un bloc du serratus ou du PEC 2, vous voyez bien ici, vous avez donc le serratus à côté, vous avez son innervation, le nerf thoracique. Vous comprenez d'ailleurs que vous injectez au-dessus ou en dessous du serratus, ça ne change pas grand-chose, même s'il y a certains papiers qui pouvaient montrer que c'était un petit peu mieux en superficiel, mais vous comprenez bien que voilà, si c'est devant le serratus ou derrière, c'est à peu près pareil, et vous ne bloquez surtout que cette partie-là. D'accord ? Si vous faites un bloc un bloc paravertébral, bah vous rajoutez la partie verte, les nerfs intercostaux antérieurs, et puis, mais par contre, il vous manquera toujours les nerfs issus du supraclaviculaire. Dernier point, il est là, c'est un bloc en avant du serratus, en arrière du serratus. Vous voyez que d'un côté, bon, peu importe la hauteur, mais que d'un côté, vous avez la belle diffusion qu'on vous montre dans tous les congrès, hein, ça diffuse bien, c'est magnifique. En fait, de temps en temps, vous avez ce que vous avez à gauche, c'est-à-dire vous injectez, mais vous avez du mal à avoir cette belle image lenticulaire qui apparaît, diffusion. Donc, quelle est la diffusion dans un cas comme dans un autre? Elle est complètement imprédictible. Et en plus, ça va être difficile à évaluer, ou alors sinon le constater après. Voilà, donc en conclusion, bon, je vous rappelle que l'ALR, c'est l'anatomie appliquée. Et j'ai repris les propos qui étaient chers à Jean-Jacques Eledjam, pour ceux qui l'ont connu. C'était qu'à l'époque, abondance de mitraille, reprenez les propos du maréchal Ney, abondance de mitraille compense l'imprécision du tir. Et je vous rappelle que quand on a les premiers blocs axillaires réellement, de façon, je dirais, industrielle, entre guillemets, hein, c'est Winnie, c'est les années 60, c'était 40 millilitres. Il y a eu la neurostimulation, il y a eu l'écho. Vous avez des gens qui ont réussi à faire des blocs avec 4 millilitres, 10 fois moins, 1 millilitre par nerf. Donc tous nos progrès de l'ALR ont consisté à être de plus en plus précis et de passer de la Kalachnikov au fusil de sniper en sachant exactement ce que l'on va faire. Et puis là, on nous ressort voilà, des trucs où on balance et puis on va prier pour savoir si ça va, vers où ça va aller, si ça va fonctionner. Alors bien sûr, il ne faut pas jeter le bébé l'eau du bain, hein, avec l'eau du bain, pardon, ça peut être effectivement, il peut avoir un intérêt. Attention donc au chant des sirènes des nouveaux blocs, mais effectivement, dans certains cas, ça, probablement, pour certaines situations simples, ils peuvent être intéressants, donc ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ce type de bloc, mais en tout cas, faites des évaluations, hein, regardez la littérature et regardez ce que ça donne chez vous. Nous, on peut constater que maintenant, on est quand même moins bon sur la prothèse de genou, depuis qu'on fait des canaux et des adducteurs, et même associés à des iPads, que ce qu'on faisait il y a 10 ans ou 15 ans, quand on faisait un sciatique avec un bloc fémoral continu. Donc on a une perte, et ça, je pense que c'est important. Si vous avez une technique rudimentaire, vous aurez des résultats rudimentaires, mais qui, dans un certain nombre de cas, peuvent être suffisants. Mais souvenez-vous, nous, en tant qu'anesthésistes, notre objectif premier, c'est pas que le patient se lève. En premier, si, c'est bien s'il peut le faire, mais c'est de contrôler la douleur. Maintenant, toute les littératures des études de corps qui montrent que quand les patients ont mal en post-opératoire, ils ont beaucoup plus de chances ou de risques de faire une chronisation de la douleur.
Alors la question c'était les nouveaux blocs machines à publication réelle avancée. Je vous laisse choisir, hein, c'était juste pour attirer un petit peu l'attention sur cette question-là. Mais voilà quoi, mais c'est quand même pas aussi bien que quand on sait faire des blocs tronculaires ou même des blocs paravertébrales. Voilà, si vous avez des questions.